Bonjour, bienvenue donc sur ce plateau de Contalia pour assister à une nouvelle leçon de management. Et ce cours de management va porter cette fois-ci sur une problématique de gestion des ressources humaines très importante qui est la problématique des rémunérations. Alors parler de rémunération, c'est parler de beaucoup de choses. C'est d'abord de montrer quels sont les enjeux qui sont liés à la politique salariale dans l'entreprise. Ensuite, de faire une petite analyse des différentes composantes de la rémunération, de parler de l'essentiel de la rémunération, c'est-à-dire évidemment le salaire, et puis les autres formes de rémunération qui ont tout leur intérêt, comme nous le verrons, la rémunération de la performance, la participation au capital de l'entreprise, l'épargne salariale. Enfin, nous parlerons de l'évolution récente des politiques de rémunération des entreprises. Alors, tout de suite, pour commencer, les enjeux de la politique de rémunération. Il faut bien comprendre que les enjeux sont contradictoires. Ils sont contradictoires entre les salariés et l'entreprise, mais ils sont même contradictoires au niveau de l'entreprise. Alors, d'un certain point de vue, la rémunération et la politique de rémunération doit être minimisée dans une perspective de maîtrise des coûts. On est d'accord que aujourd'hui, la rémunération représente souvent 60 à 70% de la valeur ajoutée produite par les entreprises. Elle doit être maximisée par ailleurs dans une perspective d'implication des ressources humaines. Donc d'un côté, vous devez la minimiser, la rémunération, pour maîtriser vos coûts, puis d'un autre côté, vous devez l'augmenter, la maximiser pour obtenir le meilleur des ressources humaines. On voit le grand écart qu'il y a entre ces revendications. Alors pour les salariés, c'est pas mieux, puisque eux, pour les salariés, la rémunération doit permettre la satisfaction des deux premiers besoins de la pyramide de Maslow, qui sont satisfaction des besoins primaires et besoin de sécurité, c'est-à-dire en termes de rémunération, continuité de la rémunération dans le temps. Les deux premiers besoins de Maslow, mais aussi très probablement un besoin supérieur dégagé par Maslow, à savoir la considération d'autrui. La manière dont on me paye m'informe sur comment on me considère dans l'entreprise. Si je suis augmenté, c'est que je suis bien considéré, mon travail est bien considéré dans l'entreprise. Donc ça satisfait aussi le besoin d'estime, la rémunération. Elle doit être perçue, pour les salariés, cette politique de rémunération, à la fois comme transparente et équitable. Transparente, ça veut dire qu'on doit connaître les règles d'élaboration, d'évolution des rémunérations. Qu'il n'y ait pas 17 000 critères qui soient en vigueur dans l'entreprise pour payer les gens. Et d'autre part, équitable, que les salariés aient le sentiment qu'en fonction du niveau de compétence, de responsabilité ou d'implication, finalement, les cartes de la distribution des revenus sont assez fidèles de ce qui se pratique dans l'entreprise. Donc c'est très très important, ça, qu'il y ait un sentiment de justice, qu'on n'ait pas l'impression que certains sont beaucoup mieux payés que d'autres alors que leur contribution semble minimale. Donc c'est très très important. Les enjeux pour l'entreprise, donc comme je vous disais tout à l'heure, le coût du travail représente entre 30 et 70% du coût total, en moyenne pratiquement près de 70% de la valeur ajoutée. Donc l'intérêt de minimiser le coût du travail au global est extrêmement important. C'est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises. La maîtrise de la masse salariale est donc capitale. La masse salariale, évidemment, on va raisonner. Le résultat de la politique de rémunération, pour l'essentiel, c'est l'augmentation ou la diminution de la masse salariale. Donc l'indicateur à suivre dans l'entreprise en matière de rémunération, c'est la masse salariale. Je rappelle, la masse salariale comprend les salaires nets plus l'ensemble des charges sociales. Mais les rémunérations dans l'entreprise, leur niveau est
leur équité, hein, comme je le disais tout à l'heure, elle détermine aussi le climat social de l'entreprise. Donc c'est extrêmement important. Hein, dans une entreprise où les rémunérations sont attribuées en dépit du bon sens, vous pouvez être sûr que l'injustice salariale va se doubler d'un très très mauvais climat social. Hein, donc c'est aussi la cohésion interne de l'entreprise qui est en partie déterminée par la politique de rémunération. Enfin, leur niveau de rémunération agit sur la motivation et sur l'implication des salariés. Évidemment, quand les salariés sont reconnus pour leurs efforts, et donc cette reconnaissance passe par une augmentation du salaire, par exemple, ou de la rémunération globale, eh bien, ça encourage à leur implication. Je dis enfin, mais il y a une autre raison qui est très importante aussi pour conduire une bonne politique de rémunération, c'est quand on recherche la fidélité des salariés, hein, et la fidélité des salariés est souhaitable dans beaucoup de cas parce que, du coup, la confiance nécessaire à une bonne relation salariale eh bien, est gagnée avec le temps. Donc, on a vraiment intérêt à fidéliser ses salariés. Eh bien, cette fidélité des salariés va dépendre, évidemment, de la générosité, entre guillemets, de la politique salariale de l'entreprise. Et à contrario, le turnover, c'est-à-dire le nombre de gens, la part des gens de l'effectif de l'entreprise qui va quitter l'entreprise dans l'année, et l'attraction des compétences, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a une politique de rémunération qui est réputée intéressante, eh bien, va attirer les meilleures compétences du marché du travail. Alors donc il y a énormément d'enjeux, à la fois pour que les rémunérations soient généreuses, ou dites généreuses, ou ressenties comme généreuses, et à la fois pour qu'elles soient totalement maîtrisées pour améliorer la compétitivité de l'entreprise. Et donc, la bonne solution, ça va se trouver dans un bon compromis entre ces exigences qui sont totalement contradictoires. Les rémunérations sont donc un investissement dans le capital humain. Hein, c'est parce que je veux une ressource humaine de qualité qui soit capable d'évoluer que j'ai décidé d'avoir une politique de rémunération qui soit relativement généreuse avec les salariés. Et que n'oubliez pas que eh bien, c'est ce capital humain qui va permettre de développer les avantages concurrentiels de l'entreprise. Hein, on a vu à une autre occasion qu'effectivement, la qualité des RH déterminait la capacité d'innovation, la capacité de qualité, la capacité de flexibilité de l'organisation. Hein, donc c'est un enjeu déterminant. Alors, qu'est-ce qu'une bonne rémunération ? Ou si vous préférez, qu'est-ce qu'est la bonne équation de la rémunération ? Eh bien, la bonne équation de la rémunération, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de moyens finalement de gratifier financièrement les individus, les salariés, eh bien, une bonne équation de rémunération doit permettre la productivité du travail et la maîtrise des coûts, ça on est côté entreprise, hein, côté productivité et coûts, la qualité du travail, la compétence et l'implication, là aussi ce sont des avantages pour l'entreprise, un climat social favorable, c'est pour l'entreprise et pour les salariés, la reconnaissance de la contribution de chacun, hein, et la reconnaissance monétaire de la contribution de chacun, et c'est aussi un avantage pour les salariés. Donc, là aussi, hein, l'intérêt d'établir une formule de rémunération qui permette de satisfaire ces différents points. Alors, les caractéristiques d'une bonne politique de rémunération, eh bien, ça va d'abord d'être adapté à la situation de l'entreprise, ce qui suppose une certaine flexibilité puisque la situation de l'entreprise change. D'être cohérente au plan interne. Cohérente au plan interne, c'est, voilà, il y a dans l'entreprise, il y a différentes compétences, différentes responsabilités, et que la rémunération, elle doit suivre cette hiérarchie de compétences et de responsabilités. Hein, et ça doit être vécu comme ça et ressenti comme ça par le personnel. Donc, cohérence sur un plan interne, mais aussi cohérence sur un plan externe. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas pratiquer des rémunérations qui soient hors comparaison avec ce qui se pratique sur le marché du travail pour le même type de compétences ou pour le même type de secteur d'activité. Il faut qu'il y ait un rapport, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs.
Il faut qu'une entreprise ne peut pas payer 50% de plus ses salariés que ses concurrents. C'est impossible. Mais elle ne peut pas non plus les payer 50% de moins. Donc il doit y avoir, on doit respecter, si vous voulez, une certaine pratique professionnelle de la rémunération. C'est aussi très important. Autrement, vous allez avoir un turnover de salariés, ou au contraire, si vous êtes très très généreux, vous allez avoir une abondance de candidatures pour travailler chez vous. Ça doit être en référence avec ce qui se pratique sur le marché du travail. Être transparente et équitable, je reviens sur cette caractéristique parce que quand on fait des enquêtes sur les rémunérations d'entreprise, c'est toujours ça qui ressort dans les premières réponses. Avant de dire les salaires doivent être importants, les gens disent d'abord, ça doit être transparent. Ce qu'on gagne, voilà, on doit pouvoir savoir pourquoi on gagne ça. Et notamment pour tout ce qui est modalité d'attribution des éléments variables, c'est extrêmement important que les salariés connaissent les règles d'attribution. Et équitable, encore une fois, pour essayer de faire que chacun est en fonction de son mérite. Même si l'expression ne veut pas dire grand-chose, parce que le mérite, c'est quelque chose de qualitatif, presque de moral. Et donc, c'est difficile d'asseoir une rémunération sur un concept moral. Être stimulante, elle doit encourager les individus à progresser, à s'améliorer et, par exemple, à prendre de nouvelles responsabilités. Alors, les différentes composantes de la rémunération. Comment on va pouvoir atteindre ce que je viens de vous dire en termes d'objectifs pour l'entreprise et pour les salariés? Eh bien, on va pouvoir le faire en panachant les différentes composantes de la rémunération. Alors, ces composantes de la rémunération, vous voyez, elles sont multiples. On distingue d'abord la rémunération principale, qui est imposée évidemment par le Code du travail, c'est le salaire de base auquel on adjoint les primes. Alors, quand je parle de primes, là, je parle de primes qui sont liées à l'emploi. Prime de bruit, prime de déplacement, prime de salissure. Donc, c'est des primes qui sont totalement liées au poste de travail. Ce n'est pas des primes qui sont liées aux résultats. Ensuite, on a, donc cette partie-là, elle est incontournable. Je dirais que c'est la partie qui évolue le moins à l'heure actuelle. Ce qu'on fait évoluer le plus, c'est la rémunération de la façon d'occuper le poste. En fait, les résultats qui sont obtenus. Donc, on peut rémunérer individuellement, donc à la performance, ça veut dire que le salarié a des objectifs, on regarde s'il a atteint ses objectifs, s'il les a dépassés, et donc sa rémunération va être fixée en fonction de ses objectifs. Le plus souvent, il est impossible de mesurer la part individuelle, la contribution individuelle d'un salarié, et donc ça ne prend son sens que quand on évalue la contribution d'un service ou d'un groupe de salariés. Et là, évidemment, il va falloir préférer une prime collective. Quoi qu'il en soit, ces deux modes sont au service donc de la rémunération de la façon d'occuper le poste. Puis il y a des périphériques légaux. Alors ces périphériques légaux, qui sont, comme leur nom l'indique, prévus par la loi, eh bien c'est l'intéressement, donc qui est une rémunération collective, mais dont les modes d'attribution peuvent être relativement individualisés. C'est la participation aux bénéfices, donc là c'est une obligation légale, et puis le développement, ces dernières années, des plans d'épargne d'entreprise. Alors, en quoi les plans d'épargne d'entreprise sont-ils des éléments de rémunération ? D'abord parce qu'ils vont permettre un certain nombre d'exonérations sociales et fiscales pour les salariés, donc c'est une manière d'augmenter leurs revenus, et que d'autre part, on le verra, ces mécanismes de plans d'épargne d'entreprise sont souvent abondés par les entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise vient rajouter à l'épargne volontaire des salariés. Et dans ce cas-là, ça devient effectivement la source d'une nouvelle rémunération. Donc on est quand même sur des problématiques à la limite de celles intéressant la rémunération. Et puis on a d'autres périphériques qui sont des périphériques éloignés. Et ces périphériques éloignés, eh bien, ils vont concerner, par exemple, des mutuelles, des tickets restaurants, des retraites complémentaires. Et ça, ce sont des choses aussi qui se développent beaucoup aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils coûtent très cher aux salariés.
Donc ce sont des avantages qui sont prisés. Imaginez une retraite complémentaire ou une très bonne mutuelle d'entreprise. C'est un très très gros avantage pour les salariés. Et d'autre part, l'entreprise a intérêt à attribuer des éléments de gratification sous cette forme-là parce qu'il n'y a pas de charge sociale qui pèse évidemment sur ces périphériques éloignés. Alors, les voilà, les avantages en nature, les périphériques éloignés. Donc, les avantages en nature, ça c'est plus pour l'ego du salarié, si vous voulez, mais ça fait plaisir et ça rapporte. Si vous avez la chance de bénéficier d'un véhicule de fonction, par exemple, vous comprenez qu'effectivement, ça vous évite de dépenser personnellement pour l'acquisition et l'entretien de votre propre véhicule. Donc finalement, quand vous ferez les comptes à la fin de l'année, vous apercevrez que c'est un élément de rémunération relativement intéressant. Ça peut être aussi tous les avantages qui sont mis à disposition des salariés via le comité d'entreprise, pour les vacances, pour les loisirs des enfants, pour les places de spectacle moins chères, etc., etc. Et puis les périphériques éloignés dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont de plus en plus pratiqués. Alors, la médaille du travail reste quand même assez anecdotique, sachant que c'est une gratification honorifique. Je ne sais pas si ça intéresse très franchement beaucoup les salariés aujourd'hui d'obtenir la médaille du travail, alors que je vous rappelle que c'est assorti de fait. Après, les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent, c'est assorti d'aucune gratification financière particulière. Donc on est vraiment dans le titre honorifique, et c'est vraiment l'ego du salarié qui perçoit ça, qui est favorisé. Mais par contre, les retraites complémentaires, comme je vous dirais, l'assurance vie aussi, les plans d'assurance vie, les mutuelles maladie, eh bien, sont effectivement des choses qui sont très recherchées aujourd'hui par les salariés. Donc on le voit, on a quand même une grande palette de moyens de gratification des salariés dans l'entreprise. Eh bien, l'ensemble de ces moyens, c'est ce qu'on appelle la rémunération globale ou la rétribution globale. Alors, évidemment, l'élément essentiel, c'est le salaire. Et c'est le code du travail qui va faire que pendant très longtemps, encore, le salaire sera l'élément essentiel de notre rémunération. Le salaire est fortement contraint, du coup. Alors, il est contraint par les minima sociaux, le SMIC notamment, mais il est aussi contraint par les grilles de rémunération mises en place dans le cadre des conventions collectives. Conventions collectives d'entreprise, conventions collectives de branche. Par ailleurs, je vous rappelle l'obligation de l'égalité du traitement entre les hommes et les femmes. Donc c'est une contrainte. On ne peut pas payer différemment un salarié sous prétexte qu'il est masculin ou féminin. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à partir de janvier 2012, il y a une nouvelle obligation qui a été créée pour les entreprises. Elles doivent mettre en place un plan, donc un accord collectif d'entreprise pour, précisément, lutter contre les discriminations salariales et les différences de rémunération hommes-femmes. Donc c'est vraiment... la loi s'occupe de plus en plus de ces questions-là. Par la réglementation sur la rémunération des heures supplémentaires, par exemple, on devrait dire, dans la période actuelle, par l'absence de réglementation sur les heures supplémentaires. Alors, comment se détermine le niveau du salaire? C'est quand même quelque chose, une question qui est fondamentale. D'abord, le salaire dépend des caractéristiques de l'emploi. C'est-à-dire, voilà, il y a un contenu de travail à faire, et c'est ce contenu de travail qui va être l'élément essentiel du montant de la rémunération, ce qui est assez logique. Donc, type d'activité, exécution, création, décision, contrôle. Il est évident que les activités de simple exécution sont moins rémunérées que les activités de décision ou de création. Après, c'est le niveau de responsabilité, c'est-à-dire la place dans l'organigramme, la place dans la ligne hiérarchique. Le degré d'autonomie est extrêmement important. Plus le degré d'autonomie est important, c'est-à-dire plus on peut prendre des décisions, et plus ces décisions vont porter sur des domaines différents, et mieux on est rémunéré. Donc
la latitude de la décision est directement corrélée à l'importance de la rémunération ou l'inverse. Le niveau de formation, de qualification et de compétences requis, puisqu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui assoient leur rémunération par rapport à un niveau de diplôme. Voilà, vous êtes Bac+3, vous rentrez dans telle grille, puis ensuite ce sont les autres éléments qui vont faire que précisément votre salaire va être établi à tel montant. Mais le niveau de diplôme, j'allais dire malheureusement, parce que ce n'est pas forcément symptomatique d'une compétence, le niveau de diplôme est encore un élément essentiel dans la détermination de la rémunération des gens dans les entreprises françaises. L'évolution prévisible de l'emploi, effectivement, si la restauration rapide cherche un équipier pour qu'il soit un équipier, elle va le payer au SMIC. Mais si elle cherche un équipier pour le faire devenir manager de magasin, elle va le payer beaucoup plus. Donc, on pense aussi au futur emploi, à ce que va devenir l'emploi. Et plus on pense que la personne va être amenée à progresser dans la hiérarchie sociale de l'entreprise, et plus le salaire de départ va être élevé. Les risques et les contraintes qui sont liés à l'emploi, donc c'est tous les éléments qui viennent se rajouter, si vous voulez, au salaire, mais qui font finalement partie de la rémunération de base, parce qu'obligatoire, c'est les primes de bruit, de salissure, d'éloignement, de déplacement, de panier repas, de tout ce que vous voulez, qui sont liés effectivement à l'exercice de l'emploi. Mais c'est un salaire qui est de plus en plus dépendant des caractéristiques du salarié. Donc, deuxième élément. D'abord, on évalue ce qu'il y a à faire. Puis après, on évalue le potentiel du salarié pour le faire. Donc, le type de compétences maîtrisées. Attention, les compétences aujourd'hui, ce ne sont pas les savoirs, et je dirais que c'est la petite partie des compétences, ça. À côté des savoirs, beaucoup plus important, le savoir-faire, c'est-à-dire comment j'utilise mes connaissances pour gérer une situation concrète. C'est précisément cette absence de savoir-faire que l'on reproche aux jeunes diplômés, puisque c'est totalement lié à l'expérience. Et de plus en plus, et c'est ça qui fait la différence d'ailleurs en recrutement, c'est le savoir-être, c'est-à-dire comment les individus se comportent dans un groupe de travail, dans la relation hiérarchique, par rapport à une objection ou par rapport à un conflit. C'est des choses qui sont fondamentales pour le vivre en commun nécessaire de l'entreprise. Alors, on tient compte aussi, je n'ai pas commencé par ça volontairement, alors que très probablement, dans les politiques salariales de nos entreprises, ce sont les critères les plus utilisés. L'âge, l'ancienneté, l'expérience. On rémunère beaucoup à l'ancienneté, à mon goût, beaucoup trop, parce que l'ancienneté ne prévaut de rien. Même si il faut rémunérer l'ancienneté, parce que l'ancienneté, c'est-à-dire la fidélité du salarié, est liée à la notion de confiance si importante dans la relation salariale, donc ça mérite une rétribution, mais ce n'est pas l'ancienneté en tant que telle. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on fait son boulot qu'on le fait mieux aujourd'hui qu'on le faisait au départ. Il peut y avoir des effets de lassitude, des effets de routine qui sont désastreux sur la conduite professionnelle. Les perspectives d'évolution, effectivement, quand un salarié a du potentiel, qu'on a détecté, eh bien, on va lui accorder plus volontiers des augmentations de rémunération, précisément pour conserver ce potentiel qu'un salarié à faible niveau de potentiel, à faible potentiel d'évolution. Donc la perspective de l'avenir est aussi une préoccupation de la politique de rémunération. L'implication montrée, évidemment, ce n'est pas la motivation, c'est l'implication, c'est-à-dire est-ce que les gens, finalement, font des efforts pour l'entreprise. Et les résultats obtenus, c'est ça le juge de paix. Je parlais d'entretien annuel, d'évaluation. D'abord, on regarde, on avait fixé des objectifs l'an dernier. Eh bien, un an plus tard, qu'est-il advenu de ces objectifs? S'ils sont atteints, il y a des augmentations de rémunération. S'ils ne sont pas atteints, on va mettre en place
des moyens pour que ça ne se reproduise pas, c'est-à-dire généralement des formations où on va reconfigurer le poste de la personne, parce qu'on se dit, sur cette dimension-là, cette personne est inopérante, c'est pas grave, elle va faire autre chose. Hein, donc on va réorganiser le travail. Et autrement, on peut effectivement essayer de former l'individu pour qu'il soit en capacité d'atteindre ces résultats. Hein, donc les résultats obtenus sont le critère effectivement essentiel de la variation du salaire. Et puis, ce qui est plus embêtant, c'est que le salaire, il ne dépend pas uniquement de ce qui se passe dans l'entreprise, uniquement des caractéristiques de l'emploi, uniquement des caractéristiques du salarié, il dépend aussi de l'air ambiant. C'est-à-dire des tendances du marché du travail. Quand vous êtes dans une région sinistrée, chacun le sait, avec un taux de chômage très élevé, eh bien, les rémunérations proposées par les employeurs sont généralement beaucoup plus faibles que dans les régions à plus forte fluidité du marché du travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, couramment, sur les emplois qui vont de technicien à cadre de direction, dans les régions françaises, les plus défavorisées du point de vue de l'emploi, en tous les cas à fort taux de chômage, ce qui n'est pas exactement la même chose, prenons l'exemple du Languedoc-Roussillon, eh bien, les rémunérations sont en moyenne, sur les jobs à qualification, de 30% par rapport aux grands bassins d'emploi, et notamment à la région parisienne. Hein, et donc ça, c'est tout à fait... c'est pas parce que les gens compétents sont à Paris et les incompétents sont à Montpellier. Hein, c'est pas cette raison-là. C'est tout simplement parce que on a une très forte tension sur le marché du travail montpelliérain qu'on n'a pas sur le marché parisien. Plus un autre effet, c'est que à Paris sont concentrés essentiellement les sièges sociaux des entreprises et que traditionnellement, dans le monde de l'entreprise français, les salariés de sièges sociaux sont mieux payés que les salariés des autres établissements, si vous voulez. Hein, donc c'est très très sensible. Donc, le salaire dépend aussi des tendances du marché du travail. Et puis, parfois, de choses un peu plus subjectives, l'entreprise est dans l'urgence absolue de trouver la compétence qui lui manque et qui lui fait défaut chaque jour. Et là, évidemment, le niveau des rémunérations, il va être fixé en fonction de l'intensité de son besoin. Hein, et donc, vous pouvez, dans certains cas, obtenir un très très bon niveau de rémunération, très supérieur à ce qui se passe sur le marché du travail, pour ce type de compétences, parce que l'entreprise a une urgence absolue, et que vous êtes sa solution, et que sans vous, il n'y a pas de solution. Hein, si vous arrivez à sentir ça, vous obtiendrez effectivement, au cours de la négociation, une très très bonne proposition de rémunération. Donc il y a des éléments aussi individuels de négociation qui sont extrêmement importants. Alors, l'évolution des rémunérations. Alors, quand on parle d'évolution des rémunérations, c'est toujours des augmentations, puisque vous savez que la rémunération, en tous les cas, pour ce qui est du salaire de base, ça ne peut pas baisser. Jusqu'à aujourd'hui, parce que, par ailleurs, on va engager des négociations pour les entreprises en difficulté, pour qu'on puisse baisser effectivement le niveau des rémunérations des collaborateurs. Mais pour l'instant, faire évoluer les rémunérations, c'est les faire augmenter. Alors, les augmentations, d'abord, à l'ancienne, elles peuvent être générales ou liées à l'ancienneté, c'est-à-dire automatiques. Dès que vous avez 5 ans de maison, boum, vous prenez tel indice en plus. Hein, donc, vous avez des principes d'évolution de traitement de fonctionnaires, ça, hein, au départ. Et dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées, on essaye de plus en plus de s'en affranchir et de trouver des éléments des critères d'évolution des rémunérations qui soient un petit peu plus performants que l'ancienneté. L'augmentation générale, elle est redoutable pour l'entreprise. Tout d'un coup, boum, j'augmente mes salariés de 3%, résultat automatique, ma masse salariale augmente de 3%, effet de cliquet, elle ne redescendra jamais en dessous. Hein, donc, on évite de faire ça. En plus, elle est naturelle, elle est attendue. Elle est la contrepartie de rien. Voilà, tous les ans, tout le monde est augmenté. Hein, donc, quelque part, ce n'est pas un mode d'évolution qui favorise la performance des individus, si vous voulez. Alors, autre modalité, déjà un peu plus sage,
les augmentations peuvent être attribuées à une catégorie de salariés. Une catégorie de salariés, c'est un service, c'est un atelier, c'est des gens qui ont été particulièrement méritants, qui ont fait preuve d'initiative, de motivation, etc. Donc une catégorie de salariés. Ou bien on se dit, voilà, cette catégorie-là, les ETAM, ce qu'on appelait avant les ETAM, c'est-à-dire les employés techniciens agents de maîtrise, le monde intermédiaire de l'entreprise en quelque sorte, on se dit, voilà, ceux-là, leurs rémunérations n'ont pas évolué sur les 10 dernières années. Donc on va mettre un coup de pouce sur cette catégorie parce qu'on s'est aperçu que l'évolution avait été faible par rapport aux autres salariés. Et puis, aujourd'hui, il faut reconnaître que les augmentations de rémunération sont de plus en plus individualisées, c'est-à-dire qu'on va privilégier la performance individuelle, c'est-à-dire la manière d'occuper le poste, à tout autre critère pour pouvoir augmenter les individus. Et là, l'entretien annuel, l'entretien d'évaluation annuel est fondamental pour précisément expliquer ces augmentations individualisées. Donc, elles sont obtenues suite à un entretien individuel annuel qui est pratiqué par le supérieur hiérarchique immédiat. Je vous disais qu'il y avait un biais sur ces pratiques d'entretien, puisqu'il est tellement immédiat, le supérieur hiérarchique, qu'il travaille dans la proximité totale du salarié qu'il a évalué. Et comme il ne veut pas créer de conflit dans son équipe, il a tendance à augmenter tout le monde de la même manière. C'est un biais naturel à ce système d'évaluation. En plus de cela, les supérieurs hiérarchiques ont appris sur le tard à pratiquer ces évaluations. Donc ce ne sont pas des grands spécialistes de la chose. Alors, voyons la rémunération de la performance. D'abord, rémunération de la performance individuelle. Alors, ce sont soit des primes individuelles, on peut parler de bonus attribués sur l'atteinte d'objectifs, ou pour de nouvelles missions confiées avec succès. Les primes individuelles sont attribuées à ceux dont la performance est facilement évaluable. Alors ça, c'est toujours un souci. Si vous avez une catégorie de personnel dont la performance est qualitative, est noyée dans d'autres performances, bref, vous avez un souci de mesure objective de la contribution exacte de chaque salarié, alors il ne faut abandonner absolument ce système de rémunération individuelle. Parce que vous allez passer à côté, forcément, et vous allez générer beaucoup plus de frustration que de contentement. Et donc là, il y a un mécanisme collectif qui est bien mieux adapté. Certaines professions ne doivent pas être non plus évaluées individuellement. Par exemple, vous accordez une prime de productivité à vos salariés. C'est comme ça que vous augmentez les rémunérations à partir du moment où vous constatez des gains de productivité, ce qui est une bonne méthode, d'une manière générale. Imaginez que dans votre entreprise, vous ayez un service livraison. Eh bien, il ne faudra surtout pas rémunérer ce service livraison au gain de productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les livreurs livrent de plus en plus vite un volume de plus en plus important de marchandises. Bref, ils font courir des risques à tous les autres usagers. C'est une véritable incitation à prendre l'essence interdite, pour caricaturer. Donc, il y a vraiment des fonctions, des activités qui ne peuvent être rémunérées de cette façon-là. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc il y a des éléments beaucoup plus qualitatifs. Bon, vous allez me dire, les objectifs, on n'a qu'à changer les objectifs. Et on peut donner une prime individuelle à un chauffeur-livreur sur des objectifs qualitatifs, par exemple, la satisfaction des clients. Sur le respect des délais, ça commence à poser des problèmes. Parce que quand on est en retard, pour respecter le délai, eh bien évidemment, on va avoir tendance à s'affranchir avec le code de la route. Donc tout ça pour vous faire comprendre que la prime individuelle, c'est certainement pas un moyen universel de rémunérer les gens. Dans certains cas, c'est pire de le mettre en place que de ne pas augmenter
les personnes. Donc, l'encadrement, oui, parce que l'encadrement, un cadre, il a toujours des objectifs. Et donc, on va toujours pouvoir mesurer le degré d'atteinte des objectifs. Pour les autres salariés, donc quand c'est pas, la performance individuelle n'est pas évaluable, eh bien, il faut préférer les dispositifs de primes collectives en fonction de la performance du collectif de travail. De toute façon, on a remarqué que la signification n'est pas si éloignée entre prime individuelle et prime collective. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Prime collective, il va toujours y avoir le passager clandestin qui va s'abriter derrière les autres pour en faire moins et gagner autant. En règle générale, dans les petites équipes, on s'aperçoit que ça ne dure qu'un temps, que c'est l'équipe qui régule. Au bout d'un moment, il y a un coup de gueule dans l'équipe, on dit « bon, maintenant ça suffit, tu bénéficies de la prime comme nous, alors maintenant tu travailles comme nous ». Et sans intervention hiérarchique, si vous voulez, l'avis de ses pairs est extrêmement important et beaucoup plus efficace. Ça rend le salarié tout de suite beaucoup plus conforme. C'est plus efficace que le supérieur hiérarchique parce qu'on peut toujours dire « ouais, c'est un supérieur hiérarchique, de toute façon c'est son travail de nous faire travailler plus, etc. » Enfin, là, ce sont ses pairs, c'est-à-dire des gens qui sont dans la même situation. Donc ça va permettre aussi, ces primes collectives, de chasser les passagers clandestins des équipes de travail. La prime, conformément à la théorie de l'agence, on peut le justifier aussi théoriquement, est donc une incitation qui permet de réduire la supervision directe. Et oui, les gens, ils savent pourquoi ils travaillent, et donc derrière, il n'y a pas besoin d'avoir une présence permanente d'un responsable hiérarchique qui contrôle le volume de travail effectué, le rythme de travail. Ça doit se faire tout seul parce que les gens sont motivés par les primes. Rémunération de la performance collective. Alors, quels sont les indicateurs de la performance collective ? Là aussi, on a toute une batterie d'objectifs qui peuvent être assignés à des groupes de travail, des gains de productivité, du délai, de la qualité. Dans l'entreprise japonaise, essentiellement, des bonus sur la qualité, ou bien sur la satisfaction client. Parfois, sur des fonctions un peu plus techniques, on a comme objectif le respect d'un budget, et la rémunération, elle va être fonction aussi de comment on a respecté le budget qu'on nous a confié. Alors, quels sont les avantages de la rémunération sous forme de prime ? Eh bien, pour l'entreprise, l'avantage essentiel, c'est sa réversibilité, d'une part, et c'est sa variabilité en fonction des performances obtenues. C'est ça l'avantage essentiel de ces primes. Donc, ce sont des éléments très flexibles de rémunération. Et c'est ce qui va permettre d'assurer la flexibilité, pas de la masse salariale, mais la flexibilité du coût du travail global dans l'entreprise en fonction de ses performances économiques. Elle est source d'efficacité économique, mais peut être aussi synonyme, à l'inverse, d'insécurité ou de dégradation du climat social. L'angoisse du commercial en début de mois, ou l'angoisse du commercial qui, en milieu de mois, s'aperçoit qu'il est très, 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 très loin des objectifs qu'on lui a fixés. Donc, il est très inquiet pour sa rémunération. Alors, il y a des individus que ça va naturellement booster, et il y a des individus que ça va naturellement stresser. Donc, paralyser par rapport au travail à effectuer. Donc, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Dégradation du climat social. Pourquoi ? Eh bien, parce que se passe-t-il dans une entreprise où on va verser énormément de variables aux salariés, et donc les salariés vont s'habituer. L'entreprise progresse, la part du variable va progresser aussi dans le temps, et puis arrive ce qui arrive dans toute organisation à un moment ou à un autre, chute du chiffre d'affaires, chute de la rentabilité, chute du carnet de commandes, etc. Et donc là, comme les primes sont réversibles, plus de primes. Donc baisse de la rémunération globale. Et ça, c'est très très mal vécu par les salariés.
Ils ont oublié, oui, c'est normal, mais ils ont oublié que précisément ces primes, elles sont exceptionnelles, même si l'exception est reconduite d'année en année. C'est pour ça qu'ils mettent SMIC plus prime. Voilà, SMIC plus prime, absolument. Mais alors ça dépend des primes. Encore une fois, les primes de salissure, les primes légales liées à l'emploi, voilà, on ne peut pas y toucher. Hein. Voilà. Attention, les commerciaux ne sont pas toujours payés au SMIC. Hein, le salaire fixe n'est pas forcément le montant du SMIC chez un commercial. Hein, l'essentiel de la rémunération, 80-90% de la rémunération, peut être de la commission. Ça dépend du statut du commercial, en fait. Hein. Donc, attention. C'est bien d'encourager, ça peut se retourner contre l'entreprise au moment où on ne le verse plus, ça. Alors voyons l'intéressement, le cas particulier de l'intéressement. Donc c'est une forme particulière de prime collective. L'avantage, c'est qu'elle était, ou la différence, c'est qu'elle était prévue par une ordonnance déjà ancienne de 59, alors qui a été réactivée en 86, et puis assez récemment, notamment en ce qui concerne le déblocage de cet intéressement. Alors, son développement est lié à la nécessité, là aussi, de flexibiliser la masse salariale, d'une part, donc élément variable, flexibilisation de la masse salariale, mais d'autre part, développer aussi la nécessité de développer des outils d'implication. On sait que la rémunération est un puissant outil d'implication des salariés. Je vous rappelle que l'accord d'intéressement, donc il faut un accord. On ne peut pas unilatéralement, le patron de l'entreprise ne peut pas mettre en place une procédure d'intéressement. Il faut que ça ait été négocié avec les salariés. Alors l'accord d'intéressement, ça c'est très intéressant. Son contenu, c'est-à-dire sur quoi on assoit l'intéressement. Alors généralement c'est sur la performance. Mais quoi dans la performance? On va le choisir à l'intérieur de ces négociations. C'est très intéressant. Les modalités de sa répartition aussi, c'est libre. Donc, on va choisir à l'intérieur de l'accord comment on le répartit. Est-ce que c'est pour tous les membres du personnel? C'est possible, hein, y compris le dirigeant. C'est possible. Équitablement réparti? C'est possible aussi. En fonction de la rémunération de chacun? C'est aussi possible. En fonction du temps de présence pendant l'année? C'est très possible. En fonction de l'ancienneté du salarié, aussi. Mixer ces caractéristiques, aussi. Donc c'est une grande liberté, si vous voulez, une grande souplesse pour l'attribution des sommes. Et c'est le fruit d'une négociation, donc ça améliore quand même généralement le dialogue social dans l'entreprise, ce genre de choses. Parce qu'on négocie sur des choses positives pour les salariés, évidemment. Alors les avantages de l'intéressement, outre que c'est un élément de rémunération variable, eh bien, il y a des exonérations sociales pour le salarié et fiscales et sociales pour l'entreprise. D'accord ? Donc, tout le monde y trouve son compte, et particulièrement l'entreprise. Pour l'entreprise, il y a possibilité d'obtenir en plus un crédit d'impôt ou un abattement de 20% des sommes versées pour la mise en place d'un accord d'intéressement. D'accord ? Le crédit d'impôt, je crois que c'est pour les petites entreprises, les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent en place un accord d'intéressement. Pour inciter, parce que le problème de ces dispositifs, si vous voulez, c'est qu'ils concernent tous les salariés des grandes entreprises et assez peu, ou voire pas du tout, les salariés des TPE. Et donc, voilà des mesures qui sont destinées à améliorer le sort des salariés, mais qui en réalité contribuent à un grand écart entre les rémunérations des salariés de la petite entreprise et les salariés de la grande entreprise. Donc on essaye d'inciter les petites entreprises à passer à ces dispositifs, donc par des avantages fiscaux, qui est quand même un bon argument pour convaincre les chefs d'entreprise. Pour les salariés, exonération fiscale de la prime, à la condition qu'il y ait placement et blocage pendant un certain nombre d'années. Je crois que c'est comme pour la participation, ça doit être comme pour la participation, je crois que c'est 5 ans.
vérifiez quand même cette information. 6 placements sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne interentreprise. On verra les modalités de ces dispositifs. En 2008, l'intéressement a concerné 36% des salariés du secteur privé, ce qui n'est pas ridicule du tout, pour un montant moyen de 1 490 € par salarié. En gros, on est sur, allez, un 13e mois. Un petit 13e mois, si on regarde la médiane des salaires du secteur privé. On accorde un petit 13e mois en moyenne à travers ces accords d'intéressement. Environ un salarié sur 3 donc, du secteur privé en bénéficie. Alors la participation, bon, c'est un autre dispositif adopté en 1967, désormais obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés qui réalisent des bénéfices. Ok, ce qui ne veut pas dire qu'une entreprise de moins de 50 salariés ne peut pas mettre en place un accord de participation. Alors, la participation minimale, vous savez très bien qu'il existe une formule pour calculer les obligations minimales de l'entreprise en matière de participation au fruit de l'expansion, comme on disait avant. Participation bénéfice, c'est plus simple. Alors, cette formule est la suivante. Je vous rappelle, c'est la moitié de la différence entre 5% des capitaux propres et le bénéfice net, multiplié donc par les salaires bruts rapportés à la valeur ajoutée. Donc là, on est sur le montant minimal. Mais, à charge de l'entreprise, effectivement, de prévoir des dispositifs plus avantageux pour les salariés. Rien n'est interdit. Alors, quels sont les avantages pour l'entreprise ? Là aussi, ce sont des avantages fiscaux et sociaux qui sont attendus. Exonération de charges sociales, salariales et patronales. Alors, attention, hors forfait social pour l'entreprise. Il me semble que le forfait social aujourd'hui sur ce type de choses, ça doit être 8%. Et hors CSG, CRDS, 11-12% donc pour les salariés. 12% pour les salariés. Quasiment, vu le montant des charges en France, on peut dire quasiment exonéré de charges sociales. Les avantages pour les salariés. Alors, elle est non assujettie à l'impôt sur le revenu, cette participation, là aussi sous certaines conditions qui sont des conditions de blocage pendant un certain temps. Depuis 2008, il y a une réforme, quand même en 2008, on a la possibilité de percevoir immédiatement le fruit de sa participation. C'était des mesures qui avaient été décidées pour encourager à la reprise de la consommation. Donc on disait, voilà, avant on était obligé de la laisser bloquer, il n'y avait pas le choix, sauf on pouvait la débloquer en cas de décès, de mariage, de départ de l'entreprise. Il y a tout un certain nombre de cas de figure bien identifiés pour pouvoir la toucher de manière prématurée. Maintenant, ça peut être un choix volontaire du salarié, simplement imposition et charge sociale sur cette rémunération. Ce qui devrait d'ailleurs, ce qui pose un problème, à mon sens, parce que s'il y a des charges sociales sur la participation, ça devrait être des éléments de rémunération qui devraient être pris en compte pour le calcul de la retraite. Alors, je ne sais pas si tel est le cas, et si tel était le cas, ça poserait un problème pour ceux qui l'ont laissé bloquer, qui ne payent pas de cotisation, et pour lesquels ce ne serait pas comptabilisé pour le départ à la retraite. Enfin, en tous les cas, il y a un problème. Quelle que soit la solution, il y a un problème. Un élément de rémunération non négligeable, effectivement, puisque le montant moyen de la participation, en France, s'est élevé à peu près comme d'ailleurs, c'est très proche de l'intéressement, 1 450 € en 2008. Voilà le 14e mois, le petit 14e mois, pour les salariés qui ont la chance de cumuler participation et intéressement, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Et donc ce sont plus de 46% des salariés du secteur privé qui en bénéficient. Donc ce sont une rémunération assez bien diffusée et qui n'est pas ridicule en soi. Alors la participation au capital, là on monte dans les dispositifs de plus en plus sophistiqués de rémunération des
des collaborateurs. Alors d'abord, l'actionnariat salarié. Ah oui, on peut rémunérer ses salariés sous forme d'actions. Alors c'est une évolution très récente. Et il y a eu une sacrée évolution idéologique, d'une part pour que le monde de l'entreprise reconnaisse l'importance des collaborateurs de telle sorte qu'ils permettent à ces collaborateurs de devenir propriétaires de l'entreprise. Et puis pour les salariés, de franchir le pas de l'attitude lutte des classes et de l'opposition du capital au travail. Donc je dirais que c'est essentiellement le fruit d'une évolution de la société sur ce qu'est l'entreprise et sur le conflit primaire qui devrait y régner. Elle est destinée, donc, cette participation capitale, à encourager la collaboration entre le capital et le travail, précisément l'idée de dire qu'on partage tous le même destin, qu'on soit patron, actionnaire ou dirigeant, propriétaire de l'entreprise ou salarié. On est tous, comme on dit trivialement, dans la même galère, et donc il s'agit de ramer ensemble, en fait. C'est un peu cette idée que veut véhiculer cette participation. Et dans l'esprit du général de Gaulle, à qui on doit effectivement cette avancée, on peut dire sociale, eh bien, c'était vraiment dans l'idée de casser la lutte des classes dans les entreprises. La distribution d'actions peut être gratuite. Alors, elle peut être gratuite, ça veut dire qu'elle n'est pas toujours. Dans quel cas peut-elle être gratuite, cette distribution d'actions ? Dans un certain nombre de cas qui sont encadrés par la loi, parce que ça reste quand même des éléments de rémunération. Si elle n'est pas gratuite, ce qui est généralement le cas, par exemple, une entreprise a augmenté son capital, d'accord, une entreprise cotée en bourse augmente son capital, elle peut réserver une partie de son augmentation de capital pour distribuer des actions à ses salariés. Alors, que ce soit gratuit ou payant, que ce soit payant au prix du marché ou avec 20% d'abondement, qui est l'abondement maximum, je crois qu'il y a des situations où ça peut être 30%, disons 20%, un abondement raisonnable, eh bien, peu importe, ce n'est pas le souci. Le souci, effectivement, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert de distribuer des actions à ses salariés. Alors, il y a plusieurs aspects qui peuvent être pris en compte. Par exemple, quand une entreprise est privatisée, cas très particulier des entreprises publiques qui vont passer sous le statut de privé, c'est permettre aux salariés d'avoir une certaine mainmise sur le devenir de l'entreprise. Les salariés vont devenir un actionnaire collectif, éventuellement, qui vont pouvoir être représentés au conseil d'administration. Donc ça peut être un droit de regard des salariés sur l'entreprise qui va changer de statut, qui va passer du public au privé. C'est aussi, et ça c'est très important, c'est une sorte d'autocontrôle. L'entreprise, pour autocontrôler son capital, elle peut détenir ses propres titres, ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui de manière assez abusive, c'est-à-dire on profite du faible prix des actions en ce moment pour racheter ses propres actions, donc pour détenir un autocontrôle de la société. C'est une manière aussi, quelque part, d'enrichir les autres actionnaires. Mais on peut aussi distribuer des actions à ses salariés pour lutter contre une tentative d'OPA. Les offres publiques d'achat, donc on s'intéresse là véritablement aux entreprises cotées, eh bien, elles vont être rendues plus difficiles si votre personnel, par exemple, maîtrise 5, 10 ou 15% du capital. Et que ce personnel, d'une manière générale, c'est un allié essentiel de l'entreprise pour lutter contre un repreneur hostile. Donc c'est une bonne technique de verrouillage du capital et de lutte contre les opérations donc de rachat hostile sur les marchés financiers. Voilà à quoi ça peut servir. Alors, on a d'autres modalités de distribution d'actions dans les entreprises, donc de participation au capital de l'entreprise, et ce sont les fameux mécanismes de POA, c'est des plans d'options sur actions, que les anglo-saxons appellent plans de stock option.
Alors, ils sont apparus, c'est une forme de rémunération assez récente, d'ailleurs, dont le succès a vraiment gonflé dans les premières années où ça s'est développé en France, hein, avec la nouvelle économie et le développement des startups, c'est-à-dire à la fin des années 90. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, le soufflet est un peu retombé. Et voilà, il y a de moins en moins de personnes concernées par cette forme de rémunération. Par contre, ceux qui sont concernés, c'est, je pense, pour des montants de plus en plus importants. Hein, mais vraiment, on est revenu à la vocation première de ces formes de rémunération, à savoir rémunérer des cadres à très fort potentiel et pour lesquels l'entreprise n'a pas de moyens financiers à attribuer. Alors donc on ne peut pas payer sous forme de salaire, on paye sous forme de participation au capital, donc qui vont considérablement améliorer le patrimoine de la personne qui perçoit dans plusieurs années. Donc, apparu avec la nouvelle économie et le phénomène des startups. Je vous rappelle, pour la petite histoire, que c'est un système de rémunération qui était inventé dans la Silicon Valley. Hein, donc, voilà. Il permettait, parce qu'aujourd'hui c'est plus utilisé exactement de cette manière-là, à de jeunes sociétés de louer les services de cadres dirigeants de haut niveau, alors qu'il n'y avait pas un centime pour les payer. Donc, c'est la promesse d'une rémunération future. C'est intéressant. Vous prenez un dirigeant qui est très compétent, a priori, et donc il est en face d'une bonne idée, développée dans une start-up, il va mettre en œuvre cette bonne idée, et donc le patrimoine de l'entreprise, les revenus de l'entreprise vont exploser, s'il fait bien son travail. Et donc, puisqu'il a bien fait son travail et qu'il a explosé les résultats de l'entreprise, il est normal qu'il prenne une part de l'entreprise, et cette part, elle va être considérable quand on va valoriser le titre au prix du marché. Hein, donc, il y a une logique économique assez forte. Hein, c'est un pari sur l'avenir que fait le dirigeant, mais la rétribution, elle est aussi conséquente. Elle permet de s'assurer de la conformité des décisions des cadres dirigeants aux intérêts des actionnaires. Alors ça, c'est l'utilisation beaucoup plus actuelle, hein, donc conformément à la théorie de l'agence. Comment faire pour que le dirigeant, finalement, il soigne la rentabilité pour les actionnaires ? Alors que lui, il préférerait la croissance externe, il aimerait bien acheter une entreprise en Australie et puis en Amérique latine, au moins ça le ferait voyager, puis il serait plus puissant du coup, puisqu'il aurait des filiales dans le monde entier à visiter et à s'occuper, l'ego, la soif de pouvoir et l'ego. J'ai bien peur que ça, ce soit assez incompatible avec la rentabilité. Alors pour éviter ce genre de mouvement, que le dirigeant va toujours justifier d'une manière brillante, hein, il va dire il faut absolument faire ça, il va dire ça à son conseil d'administration, il faut absolument faire ça, autrement c'est notre pérennité qui est en danger dans le futur. Hein. Mais du coup, au final, la rentabilité est rarement là. Ben, pour éviter ce genre de comportement, il suffit de dire aux dirigeants, voilà, maintenant, vous êtes rémunérés sur la valeur de l'action. Et donc, si vous améliorez notre rentabilité, eh bien, le titre va augmenter, et donc votre rémunération va augmenter. Hein, c'est le pari qui est fait donc sur ce mécanisme des plans d'options sur action. Alors, le mécanisme d'un plan d'options sur action, bon, vous le connaissez très très certainement. À la date d'aujourd'hui, j'accorde à mon cadre dirigeant un droit de souscription sur un paquet de 10 000 actions de l'entreprise. Aujourd'hui, dans l'état actuel de l'entreprise, ces 10 000 actions le prix de l'action est déterminé à 100 €. Et donc, ce cadre dirigeant, il a une option sur ces titres, c'est-à-dire qu'il n'achète rien. Il a une option sur ces titres, et cette option, il va la lever à terme. À terme, c'est 3 ans, 5 ans plus tard. Donc, mettons dans 5 ans, eh bien, mon cadre dirigeant pourra effectivement lever l'option ou ne pas la lever, acheter les titres ou renoncer à les acheter. Il les achètera dans 3 ans ou dans 5 ans au prix convenu d'avance, c'est-à-dire au prix d'aujourd'hui. Au prix de 5 ans ou de 3 ans auparavant. Voire même moins cher, puisqu'il y a la possibilité là aussi d'abondement, c'est-à-dire qu'on peut faire bénéficier d'actions à un prix réduit, décoté, je crois, là aussi de 20%. Donc c'est le prix d'aujourd'hui, éventuellement moins 20%.
Si le cadre dirigeant a été efficace, s'il a amélioré les performances économiques de l'entreprise, évidemment, il y a une valorisation du titre. Et donc, 5 ans plus tard, l'action qui valait 100 en vaut 150. Et donc, le cadre va lever son option et va donc payer 100 € des titres qu'il va revendre, avant d'ailleurs de les avoir achetés. Et c'est une possibilité. Oui, parce qu'il peut, il peut les vendre sur des marchés à terme, par exemple. Donc, techniquement, il peut vraiment avoir vendu et retrouver la liquidité avant d'avoir déboursé. Hein, c'est tout à fait possible. Et donc, il va, de toute façon, bénéficier d'une plus-value intéressante sur le titre. Attention, ça marche bien quand les marchés financiers sont sur un trend de croissance. Ah, donc il faut que le dirigeant il soit efficace et performant, et il faut que le marché aussi il soit au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe quand le dirigeant est performant, mais que le marché est défaillant? Je vous rappelle que depuis la fin 2008, la bourse de Paris, enfin son indicateur phare, le CAC 40, a perdu 60% de sa valeur. Ben, il se passe qu'on ne lève pas l'option parce que le titre il vaut moins 5 ans plus tard qu'il ne valait le jour où on a conclu le PEA. Alors que l'action du dirigeant est peut-être exemplaire. Hein, donc, ce n'est pas totalement juste. Là, on a pénalisé le dirigeant, pas sur sa propre action, mais sur les performances du marché financier. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas un moyen qui est imparable et ce n'est pas ça qui va vous assurer la conformité du comportement du dirigeant à vos intérêts quand vous êtes un actionnaire. Par ailleurs, j'attire juste votre attention sur un fait important, c'est que le dirigeant, il n'a qu'un manque à gagner s'il fait mal son boulot. C'est-à-dire qu'il va percevoir moins, il ne va pas lever l'option. Hein, donc il a un manque à gagner. Mais il ne perd jamais rien. Donc, il est associé au succès, mais il n'est pas pénalisé, en quelque sorte, pour l'insuccès. Ce serait tout autre chose si on payait le dirigeant en actions de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on transformait, on lui paye chaque mois un certain montant d'actions. Et que donc la valeur de sa rémunération va dépendre de l'appréciation du cours. Et donc là, s'il agit mal et que le cours chute, de par sa faute, sa rémunération va baisser en proportion. Hein, ce serait beaucoup plus efficace pour s'assurer la conformité des dirigeants aux intérêts des actionnaires de fonctionner de cette manière-là. Alors, derrière ces... je parle de cadre dirigeant, quand même dans les entreprises, les stock options, ce n'est pas uniquement pour les cadres dirigeants. Hein, ça peut être aussi pour des cadres bien placés dans la hiérarchie, mais ça peut être pour l'encadrement d'une manière générale. L'idée essentielle, c'est que la personne qui peut le percevoir, elle a une responsabilité réelle sur les résultats de l'entreprise. Si vous accordez des plans de stock option à des salariés, quel que soit leur travail, ce n'est pas ça qui va faire bouger les résultats de l'entreprise, c'est totalement inutile. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'asseoir la progression de leur rémunération sur des responsabilités qui ne leur incombent pas. Hein, donc ça n'a pas lieu d'être. Donc plus vous êtes impliqué dans les résultats, plus vous êtes responsable des résultats de l'entreprise, et plus c'est une rémunération pour vous, en fait. Donc, plus particulièrement pour les dirigeants et les cadres dirigeants. Alors, l'épargne salariale, ça c'est des nouveaux dispositifs. Alors, encore une fois, l'épargne salariale en elle-même n'est pas une rémunération. Normal, c'est de l'épargne. Elle le devient dès lors qu'elle est mieux rémunérée que l'épargne bancaire. Elle le devient dès lors qu'elle va donner droit à des exonérations fiscales et sociales, par exemple quand on va bloquer l'intéressement et la participation dessus. Et elle ne devient un élément de rémunération que quand l'entreprise abonde, c'est-à-dire fait des versements volontaires sur ses plans d'épargne. L'entreprise a intérêt à faire ça, parce que là aussi c'est totalement défiscalisé. Bon, il y a des limites, hein. Je ne dis pas comment c'est encadré naturellement par le droit. Hein. Vous avez un montant extrêmement précis par salarié de ce que vous pouvez fournir comme abondement sur les plans
d'épargne entreprise. Alors, donc ce sont les formes de rémunération lorsqu'ils sont abondés par les entreprises. Donc je vous rappelle la signification PE, plan d'épargne entreprise, PEI, plan d'épargne interentreprise, créé plus tard parce que les entreprises sont tellement petites, hein, c'est pour les TPE ou les petites PME, qu'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas les moyens de mettre ça en place, il n'y a pas non plus la surface financière nécessaire. Hein, donc on se regroupe entre petites entreprises, généralement du même secteur, pour mettre en place ces plans d'épargne. En 2008, l'abondement représente environ 15% des versements totaux. Alors, on voit que les employeurs ne rechignent pas à inciter à l'épargne salariale. Il concerne alors l'épargne volontaire des salariés, d'une manière générale, et puis, dans un certain nombre de cas, eh bien, peuvent accueillir la participation et l'intéressement. Et en plus, viendra se greffer l'abondement de l'entreprise. Éventuellement, puisque là aussi, il n'y a pas d'obligation. Alors, ils bénéficient de l'exonération fiscale des intérêts, donc avantages, éléments de rémunération en quelque sorte, peuvent être abondés sans être soumis aux cotisations sociales par les entreprises. Donc là aussi, c'est une manière de rétribuer les salariés à moindre frais. Hein, donc tout est fait. Quand l'affaire dit trop d'impôts, tu l'impôt. Voilà une illustration par le succès de ces mesures. Les cotisations sociales sur le travail sont tellement élevées que les entreprises préfèrent, même à la limite donner la même chose, que ça leur coûte pareil, mais que ça bénéficie aux salariés. Donc les entreprises, elles mettent en place des systèmes de rémunération qui vont contourner, en quelque sorte, les obligations de cotisation sociale. Et plus les cotisations sociales augmentent, et plus c'est comme ça. Hein, et donc là, on a bien l'illustration que trop d'impôts tue l'impôt. Ça devient tellement insupportable que les acteurs essayent de faire autrement. Et d'ailleurs, les acteurs, ce sont des dispositifs légaux, hein, quand même, mais qui se sont développés et qui ont eu du succès parce qu'ils permettaient de contourner ces taux de charges sociales qui sont vécus comme confiscatoires dans notre pays. En 2005, plus de 8,5, c'est un chiffre un peu vieux, je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, il doit y en avoir, mais je ne les ai pas trouvés. Plus de 8,5 milliards d'euros ont été déposés, hein, donc, dont plus de 525 millions d'euros d'abondement. On est sur des sommes extrêmement importantes. Alors il y a une critique par rapport à CPE, CPEI. C'est de se dire, les salariés, ils dépendent du point de vue de leur vie actuelle, ils dépendent de la rémunération de leur emploi. Et donc s'ils perdent leur emploi, ils perdent leur rémunération, évidemment. Mais qu'en plus, si ils ont confié à l'entreprise leur épargne, si l'entreprise elle disparaît brutalement, ils perdent et leur emploi et leur patrimoine. Hein, donc, le principe bon père de famille, gestion en bon père de famille, devrait faire qu'on devrait éviter de placer son épargne dans l'entreprise. Ou alors, c'est une source d'épargne particulière parmi d'autres. Hein, et il ne reste plus qu'à devenir actionnaire de l'entreprise, d'avoir la casquette aussi actionnaire salarié, épargnant dans l'entreprise et salarié. Comme ça, si vous perdez votre emploi, si l'entreprise disparaît, vous perdez tout. Donc, 3,6 millions de salariés en bénéficient dans 130 000 entreprises. C'est beaucoup plus aujourd'hui. Encore une fois, ce sont des chiffres de 2005. Alors, les PERCO, les derniers nés donc, des dispositifs d'épargne salariale. Donc, ce sont des plans d'épargne retraite collectifs, hein, et non complémentaires. Plan d'épargne retraite collectif. Et c'est un produit d'épargne retraite, donc, avec soit au choix du bénéficiaire, soit une sortie en capital. Je touche un capital le jour de ma retraite, soit une rente, c'est-à-dire que tous les mois, je vais percevoir un revenu calculé en fonction de mon espérance de vie à l'âge de la retraite. Hein, donc c'est un dispositif, si vous voulez, d'épargne retraite complémentaire. C'est pour ça que ça a un grand succès, puisque chacun a peur pour le montant de sa retraite. Alors, il s'inscrit dans le cadre de l'épargne salariale, en fait, nécessité d'avoir un PE pour bénéficier d'un PERCO, donc c'est assez complexe.
Et il connaît un développement très important depuis son introduction en 2005. C'est un dispositif qui marche très très bien. Plus de 10% des salariés en bénéficiaient en 2009. Donc voilà, pour quelque chose de volontaire mis en place par les entreprises, je trouve que c'est, en 4 ans, c'est un beau succès, quoi. Et encore une fois, ça c'est une évolution de la politique des rémunérations. Les gens sont très intéressés, pas simplement par le salaire, mais par tous ces éléments qui coûtent très très cher que la vie en entreprise, que l'entreprise peut leur fournir, les mutuelles de santé de bonne qualité, les produits de retraite complémentaires de bonne qualité, des assurances vie, des choses comme ça. Et les salariés sont de plus en plus attachés à ce genre d'avantages. Parce qu'en fait, ils ont compris que c'était des éléments finalement très importants de rémunération. Bien, évolution récente de nos systèmes de rémunération. Donc la nouvelle équation de la rémunération. 3 dimensions essentielles à la rémunération. La rémunération du poste, la rémunération de la situation personnelle et la rémunération de la performance individuelle et collective. Qu'est-ce qui, dans ces trois éléments de rémunération, qu'est-ce qui progresse et qu'est-ce qui régresse? Très probablement, ce qui régresse, c'est la rémunération de la situation personnelle. C'est-à-dire ancienneté, situation personnelle. Vous vous rendez compte quand même qu'il y avait des conventions collectives où quand vous aviez des enfants, vous étiez mieux payé que quand vous n'aviez pas d'enfants. En soi, ça ne me dérange pas. Maintenant, je voudrais qu'on m'explique la logique qu'il y a à connecter la rémunération d'un travail et la situation familiale d'un individu. Donc voilà, mais c'est des vieux restes, si vous voulez, d'assurance sociale en quelque sorte, accrochés au salaire. Mais il faut rompre avec ces logiques-là. La rémunération du poste, ça devient la rémunération de base. Et dans un certain nombre de cas, cette rémunération gravite dangereusement autour du minima social qui est le SMIC. Et donc la partie qui aurait tendance à plus se développer, c'est la rémunération de la performance, individuelle ou collective, mais surtout individuelle. Avec un bémol, puisque la loi l'encadre. Vous ne pouvez pas verser plus de 20% de vos salaires bruts sous forme de rémunération de la performance individuelle, ou collective d'ailleurs. Si je suis prêt à parier que si ce seuil n'existait pas, eh bien vous auriez 40-60% des rémunérations qui seraient versées de cette manière-là. Vous comprenez quand même la préoccupation des législateurs. Ce n'est pas assis sur des cotisations sociales, tout ça, donc comment on finance la protection sociale? Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, serait autant de succès chez les employeurs. Mais globalement, on se dirige quand même vers plus de rémunération de la performance, moins de la situation personnelle, et le poste, le poste, c'est le salaire de base. Ce qui va faire la différence, c'est comment on l'occupe, le poste. Alors, les différents modèles de politique de rémunération, ce sont des sociologues qui ont fait une étude là-dessus sur les politiques de rémunération un petit peu partout dans le monde, en tous les cas dans le monde développé. Alors, ils dégagent 3 types de modèles. Le premier modèle qui ressemble étrangement à la situation française, qui s'appelle le modèle à statut. Alors là, on a encore une grande importance accordée à la rémunération du poste. Voilà, tel poste, c'est telle rémunération. Deuxième élément fondamental de rémunération, quand ce n'est pas le premier, c'est le diplôme du titulaire. Pour nous, le diplôme et le passeport de l'emploi, c'est vraiment, c'est toujours super évident, c'est toujours vrai. Et à l'ancienneté. C'est le modèle des administrations avec un système complexe de grades et d'indices qui font qu'on va pouvoir assurer une carrière à un fonctionnaire. D'accord ? Donc ça, c'est le modèle à la française. Donc voilà, si vous avez un gros diplôme, si vous avez une bonne ancienneté dans l'entreprise, eh bien, vous allez faire partie naturellement des gens les mieux payés de l'entreprise. C'est une règle quasi automatique. Vous voyez que dans ce modèle, il n'est pas question de performance individuelle. Alors on peut dire, ouais, mais l'ancienneté, si la personne est toujours là, c'est que finalement, elle a fait l'affaire. Ouais,
C'est une vision très minimale de la performance. Le modèle à résultat, aux antipodes, qui est plutôt le modèle anglo-saxon, lui. C'est la manière d'occuper le poste qui est essentielle. Donc, les résultats obtenus, d'abord et avant tout, j'allais dire à 80%, et puis l'implication, l'envie, montrée par le salarié. Le diplôme compte vraiment pour peu de choses dans la rémunération du salarié aux États-Unis. Donc c'est le modèle anglo-saxon qui est utilisé chez nous pour les commerciaux, pour rémunérer les commerciaux, mais qui s'étend de plus en plus au cadre aujourd'hui et qui va finir par toucher toutes les catégories de personnel. Je veux dire, aujourd'hui, même les opérationnels, parce que les opérationnels, c'est peut-être eux qui ont besoin d'être plus motivés, les opérationnels ont beaucoup de primes aujourd'hui sur résultat, quoi. Et puis, il y a un modèle évolutif. Alors, le modèle évolutif, vous allez me dire, c'est facile d'inventer un modèle comme ça. Eh bien, c'est le compromis entre les deux modèles précédents. C'est-à-dire qu'il faut assurer de la sécurité quand même aux salariés. Donc, il y a quand même une rémunération de base qui ne doit pas être mise en cause et qui ne doit pas être ridicule. Mais en même temps, encourager la performance au service de l'entreprise, mais aussi au service du salarié qui va pouvoir gagner beaucoup plus en étant performant. C'est ce compromis-là qu'on essaye de mettre en place. Ce n'est pas évident. L'équilibre est assez difficile à trouver. Alors, ce que l'on peut considérer quand même, et ça c'est vrai partout, quel que soit le modèle de rémunération, c'est qu'on constate des évolutions très convergentes sur les politiques de rémunération des entreprises. Bon, les entreprises se mondialisent, et les modèles de gestion aussi, et les politiques de rémunération deviennent homogènes et universelles, en quelque sorte. Alors, il y a deux évolutions notoires, il faut vraiment que vous ayez ça à l'esprit. D'abord, on évolue tous vers la flexibilité des rémunérations. C'est-à-dire que le caractère variable de la rémunération, le caractère réversible de la rémunération est un élément essentiel pour les entreprises. La flexibilité des rémunérations n'est qu'une déclinaison de la flexibilité tant recherchée par les entreprises. Mais c'est une déclinaison importante, encore une fois, parce que les rémunérations représentent un pourcentage important de la valeur ajoutée créée par les entreprises. Donc flexibilité des rémunérations, et puis le deuxième, l'individualisation de la rémunération. Il y a de moins en moins de rémunération pour tout le monde. Quand vous embauchez 2 ou 3 salariés pour occuper le même poste au même moment, vous pouvez être sûr que ces 2 ou 3 personnes ne gagneront pas exactement la même chose. Et que si vous les reprenez 3 ans plus tard, eh bien, l'écart de rémunération aura encore grandi entre eux. Donc la rémunération est dimensionnée aujourd'hui au poste, à l'individu, à sa motivation, à ses résultats. Elle est donc individualisée puisque jamais identique à celle du voisin. Donc ça, c'est aussi une grande évolution dans le monde de l'entreprise que cette individualisation des rémunérations, qui, je vous le rappelle, n'est qu'un simple détail dans l'individualisation de la relation salariale, puisqu'il n'y a plus personne qui a les mêmes horaires, il n'y a plus personne qui fait la même chose dans les entreprises. Donc la tendance à l'individualisation, si vous voulez, elle ne touche pas que les rémunérations d'entreprise, elle touche effectivement tous les domaines de la vie au travail. Bien, synthèse. Alors, à retenir, la rémunération a un caractère contradictoire. Et donc, elle va faire l'objet de l'essentiel des conflits du travail, en l'occurrence. Elle doit permettre la satisfaction des besoins des salariés, évidemment, y compris, on a vu, des besoins supérieurs de type considération. Être motivante, mais en même temps, permettre la compétitivité de l'entreprise. 2 maîtres mots s'imposent dans les politiques de rémunération actuelles, flexibilité et individualisation. 3 modèles de rémunération peuvent être repérés. Le modèle à statut, le nôtre, qui est en train d'évoluer, quand même,
le modèle à résultat, qui est anglo-saxon au départ, mais qui est en train de se diffuser, et puis le modèle évolutif, qui correspondrait mieux à la mentalité des Européens, si vous voulez, qui conserve une dimension sécurité pour le salarié, mais qui en même temps n'hésite pas à encourager la performance. Et que probablement, c'est le modèle le mieux adapté à la culture et à l'identité des salariés européens. La politique de rémunération doit être un dosage fin entre ces différentes composantes. Alors, le salaire lié aux caractéristiques de l'emploi, les dispositifs qui rétribuent la performance individuelle et collective, l'actionnariat pour impliquer les salariés et les différentes formes de rémunération périphérique, assurance vie, retraite complémentaire, etc., ou comme l'épargne salariale et certains avantages en nature. Il faut aller chercher, faire le panier de rémunération qui soit le plus attrayant possible pour le salarié. Et il faut qu'il y ait tous ces éléments qui soient présents. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie.